Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille, en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour découvrir un nouveau pays. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent, qui vit en Norvège depuis 13 ans. Et il va donc nous présenter un petit peu la vie quotidienne en Norvège. C'est un pays qu'on idéalise un petit peu vu de la France, qui ressort souvent dans les classements des pays les plus heureux, par exemple. On en entend souvent parler pour les avancées sociétales, notamment en ce qui concerne la place de la famille dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle. Donc j'ai posé toutes ces questions à Vincent. Nous avons enregistré fin décembre et au moment où je fais le montage de cet épisode, nous sommes en pleine polémique médiatique au sujet des voitures interdites aux enfants à la SNCF. J'avoue que quand je réécoute là l'épisode avec Vincent et que je mets en parallèle ce qui se passe actuellement en France sur ce sujet, on est à un monde d'écart. C'est assez rigolo de voir les différences comme ça, à quel point c'est flagrant. Il y a aussi un autre petit truc rigolo, probablement plus insignifiant, mais on parlait de la neige qu'il y a eu à Noël, puisque du coup, nous, comme je vous disais, on a enregistré fin décembre. C'était avant l'épisode neigeux qu'on a eu début janvier, qui a mis une bonne partie de la France à l'arrêt. Et donc ça aussi, c'est assez rigolo de voir le décalage, comme quoi en une dizaine de jours, même pas, en moins d'une semaine, tout peut changer. Et c'est assez rigolo de s'en rendre compte. Bref, je vous laisse avec Vincent, qui va vous apprendre, je pense, plein de choses sur la vie en Norvège. Et j'espère que ça va vraiment vous intéresser. Et puis à la fin, on parle aussi long voyage, puisqu'à l'heure où nous diffusons cet épisode, Vincent et sa famille sont partis pour 6 mois de voyage autour du monde. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Vincent, merci beaucoup de t'être proposé pour partager un petit peu votre parcours et vos envies de voyage et vos voyages passés bien sûr. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui en cette fin d'année. Nous sommes le 31 décembre et je suis toujours super contente moi de passer du temps avec des invités de podcast parce que ça me fait toujours voyager. Donc je suis ravie de passer cette dernière journée ou un petit bout en tout cas de la dernière journée de 2025 en ta compagnie. Bienvenue. Bonjour Floriane et merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Ça fait un moment que je l'écoute, donc ça fait un peu bizarre d'être de l'autre côté du micro. C'est le dernier jour de l'année, donc on va essayer de parler de voyage et de vie en Norvège. Ouais, tout à fait. Tu nous emmènes en Norvège aujourd'hui. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, toi et ta famille? Voilà, je m'appelle Vincent, j'ai 43 ans. Je suis donc français, né à Rodez, dans le sud-ouest de la France. J'habite en Norvège depuis 2012, où j'ai rejoint ma compagne norvégienne. Et on est une famille de 4, donc avec 2 enfants qui ont 11 ans, ma fille Elsa et mon fils Johan qui a 9 ans. Voilà, ça fait donc 13 ans qu'on habite en Norvège, dans la ville de Trondheim, qui est à peu près plus ou moins au milieu de la Norvège, on va dire, 500 km au nord d'Oslo, donc quand même pas mal au nord. Pour situer, c'est à peu près au niveau de l'Islande, au niveau latitude. Et donc là, en ce 31 décembre, vous avez quoi comme température? C'est pas trop froid. Je pense qu'il fait à peu près autour de 0. On a de la neige. On n'avait pas de neige à Noël, ce qui était un peu bizarre parce qu'il y a de la neige chez mes parents à Rodez et il n'y avait pas de neige en Norvège. Ouais, C'est c'est un peu le ça. monde à l'envers. Mais là, ça s'est un peu refroidi. Il y a de la neige. Mais disons qu'à Trondheim, il fait jamais très froid. C'est sur la côte. Ouais. C'est pas comme à l'intérieur des terres en Norvège où il peut faire moins 20 degrés. Ça descend rarement en dessous de moins 5. Bon, bah, contre toute attente, tu vois, nous, je pense qu'il fait 3-4 degrés max, là, aujourd'hui. Donc voilà, on est presque pareil. Bon, nous, on n'a plus de neige, hein. La neige en France, quand même, ça a été assez superficiel, enfin, du moins, en basse altitude. Mais ouais, c'était rigolo, quand même, d'avoir ces quelques flocons le 25 décembre. Très étonnant pour nous. Alors, dis-moi tout. Comment est-ce que tu te retrouves aujourd'hui à vivre en Norvège? Donc, tu nous as dit que ta compagne est norvégienne. Ceci explique peut-être cela. Tout à fait, ouais. Donc, comme beaucoup d'expatriés, je pense, c'est l'amour qui m'a fait venir en Norvège, qui est dans un pays différent de la France. Après l'histoire de la rencontre avec ma compagne, je pense qu'on pourrait passer un podcast rien que sur ça. Donc, je vais faire très court. En fait, on s'est rencontrés en tant que backpacker, donc quand on voyageait. Moi, j'ai fait un premier voyage autour du monde il y a presque 20 ans, et elle a voyagé aussi, pareil, autour du monde. On s'est rencontrés en Australie, donc il
y a presque 20 ans. Et voilà, depuis, on a vécu ensemble d'abord à Barcelone, d'abord elle en Norvège, moi à Barcelone. Après, on a vécu ensemble à Barcelone. Et il y a 13 ans, donc on a déménagé en Norvège. Voilà pour la petite histoire. Et est-ce que toi, de ton côté, tu avais toujours imaginé vivre à l'étranger? C'était dans le champ des possibles? C'est quelque chose qui m'a attiré depuis, je dirais, depuis que j'ai fait mes études. Donc, à la fin de mes études, j'avais pas vraiment envie de m'installer en France et de commencer ma vie, disons, une routine, métro, boulot, dodo. Mm. Donc, j'avais envie de bouger quelque part. Pas vraiment, je savais pas vraiment où, mais un peu n'importe où. Donc, j'ai candidaté pour faire des VIE juste après mes études. Ouais. J'ai trouvé un VIE, donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un VIE, mais Non, c'est tu peux expliquer peut-être, ouais. ouais, un volontariat international en entreprise. Donc c'est quelque chose organisé par l'État français pour donc travailler pour une entreprise française à l'étranger. Ça permet, c'est une bonne méthode de trouver un travail à l'étranger pour en général pour une période de 1 ou 2 ans, euh, travaillant pour une entreprise française. Donc je me suis expatrié juste après mes études à Londres. Euh, Après Londres, donc, je suis parti voyager autour du monde il y a à peu près, c'était à peu près en 2007 à peu près. Mm. Et après Londres, j'avais toujours pas envie vraiment de m'installer en France. Donc j'ai cherché un autre endroit et je me suis dit, Barcelone, ça a l'air sympa, c'est pas très loin du sud de la France. Donc je me suis installé à Barcelone pour quelques années. Et après, donc la Norvège. Donc en fait, c'est mon troisième pays en tant qu'expatrié. Et ouais, on peut considérer que depuis que j'ai fini mes études, j'ai jamais vécu en France. Et est-ce que tu saurais dire pourquoi tu n'avais pas trop envie de t'installer en France à la fin de tes études? Tu as fait tes études en France ou elles étaient déjà axées sur l'international? Non, j'ai fait toutes mes études en France, à Bordeaux et à Toulouse. Justement, et quand j'avais des copains qui étaient partis en Erasmus pendant les études, et j'avais un peu regretté de ne pas être parti en Erasmus parce que j'entendais toutes les histoires Erasmus. Bon, on sait que tous les gens qui ont fait Erasmus, ils ont passé du bon temps en général. Et je me suis dit, Moi, c'est mince, l'année de ma vie où j'ai le plus travaillé, mon année en Erasmus. ah ouais, en général, c'est plutôt le contraire, ce qu'on entend. Mais c'est vrai, ouais, je sais pas, j'ai mal calculé mon coût, moi. Donc, ouais, pour revenir sur ça, donc j'avais un peu regretté de ne pas faire Erasmus, et puis je me suis dit, bon, mais il y a quand même encore des occasions de partir à l'étranger. C'est pas exactement comme Erasmus quand on travaille, mais bon, ça y ressemble, je trouve. Et donc, c'est ça qui m'a un peu motivé. J'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. J'avais envie de découvrir un pays nouveau, une culture différente, avoir une expérience en fait. Ouais. J'avais envie d'expérimenter quelque chose, quoi. Et du coup, t'es jamais rentré. Du coup, je suis jamais rentré. C'était pas le plan au départ, hein, mais pour l'instant, je suis en Norvège. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on sait pas trop où le vent nous portera. Est-ce que du coup, des fois, vous vous projetez peut-être à une vie de famille, du coup, de rentrer en France pour toi ou de vivre en France pour ta compagne? On y a pensé, ouais, on y pense. Et après, on n'a pas de plan pour l'instant. Donc, pour l'instant, la vie est en Norvège et nos enfants sont à l'école à Norvège. Donc, c'est pas, disons, c'est peut-être pas le meilleur moment en ce moment pour déménager en plein milieu de la scolarité. Ouais. Mais c'est quelque chose oui, qu'on peut envisager pour le futur. Alors bah justement, la vie en Norvège, on parlera de l'école aussi des enfants. Comment ça se passe la vie quotidienne en Norvège? C'est vrai que bon, vu de la France, souvent la Norvège c'est un peu un pays idéalisé. Enfin les pays scandinaves de manière générale, je pense que nous les Français on met un peu tout ça dans le même sac, hein, les pays scandinaves, et c'est un peu idéalisé d'un point de vue sociétal. Est-ce que c'est à tort? Est-ce que c'est à raison? Oui, c'est vrai. Alors, c'est un peu l'image aussi que j'avais de la Scandinavie avant d'y vivre. C'est des pays qui ont une image assez propre vue de France et assez idéalisée. Ce sont les pays qui font partie des top niveau qualité de vie, top niveau gens heureux, tout ça. Alors, la Norvège, c'est un peu spécial, mais ça reste quand même un pays scandinave. Disons que la Norvège, tout le monde sait que bon, la Norvège, c'est un pays très riche grâce à ses ressources naturelles, donc le pétrole, hein, le gaz, les minerais, surtout le pétrole. Mais c'est pas vraiment ça qui fait que la société marche bien. Disons que les pays autour scandinaves, donc la Suède, le Danemark ou l'Islande sont aussi des pays qui ont une société disons, qui est assez idéalisée aussi.
Donc ça aide forcément d'avoir des ressources naturelles, mais il y a pas que ça. Je pense que c'est plutôt une mentalité, une culture qui fait aussi que c'est une société qui marche bien. Après, qu'est-ce que c'est qui fait que c'est une société qui marche bien? C'est difficile à dire, mais ce que je peux observer, moi, comparé à la France, hein, après même si ça fait très longtemps que j'habite pas en France, mais bon, j'y reviens assez souvent, je dirais que une des choses différentes dans les pays scandinaves, c'est que disons qu'il y a plus de confiance, je dirais, et de respect entre les gens, pas qu'entre les gens, mais aussi en confiance et respect au gouvernement et aux services publics. Euh, les gens ne cherchent pas le conflit, les gens se font confiance, hein, et ils font confiance en leur gouvernement, même si le gouvernement n'est pas forcément celui pour lequel ils ont voté. Disons qu'ils vont pas se dire tel gouvernement nous veut du mal ou les services publics comme la police ou tout nous veut du mal, comme un peu la mentalité qu'on a en France, je dirais. Ouais. Ici, les gens font confiance que leur gouvernement essaie de faire le mieux pour eux, que les services publics, ils essaient aussi de faire tout ce qui est le mieux pour la société. Et ça crée une société qui se fait confiance et qui aussi a envie de s'aider entre chaque personne. Donc je pense que c'est un des aspects qui fait une société qui marche. Après, il y a aussi niveau politique, je dirais que bon, c'est un pays où il y a beaucoup de taxes, donc je suis pas sûr qu'il y en ait plus qu'en France, mais on paye beaucoup de taxes. Et donc c'est un pays qui a été construit sur une entité qui est peu de différence entre les gens. Donc je dirais que ce qui est plus la différence la plus flagrante peut-être avec la France, c'est que là, il n'y a pas vraiment de basse classe en Norvège. La basse classe, disons, vit très bien, a une vie confortable. Les salaires minimaux sont assez hauts. Et ça fait qu'il n'y a pas non plus les gens très riches et la société moyenne est en fait est assez proche de toutes les classes. Il n'y a pas vraiment de différence entre les classes comme il peut y avoir en France ou dans d'autres pays. Ouais. Donc ça permet de faire moins de hiérarchie et de faire une société qui marche, je dirais, peut-être un peu mieux dans ce sens-là. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites sur la Norvège, mais disons que c'est ce qui me vient à l'esprit là, juste quand tu me poses cette question. Ouais, c'est hyper intéressant, je trouve. Tu as parlé de confiance entre les gens et de respect en premier lieu. C'est vrai que je pense que nous, les Français, on pense toujours qu'il y a une petite bête, quoi, qu'il y a un loup, qu'il y a un truc qui est louche. Quand on a du mal à croire que les gens sont gentils juste pour être gentils, que le service public va bien fonctionner directement. Enfin, voilà, on va toujours un petit peu voir le mal en premier. Et... C'est un peu ça. Ouais. Disons que la confiance aussi, c'est un peu la base. C'est un des fondamentaux de la société norvégienne. Il y a plein de choses qui sont basées sur la confiance. Par exemple, quand on va réserver une cabine ou un refuge dans la nature norvégienne, ben, ça joue sur la confiance. Donc, tu vas visiter la cabine et bon, ben, les gens ils vont te faire confiance que tu vas payer, que tu vas tout entretenir bien. Il y a de la nourriture que tu peux utiliser, il faut la payer. Donc, c'est vrai qu'en tant que Français, on se dit, mais ouais, on va essayer de gruger ou on va essayer Ouais, de faire ça, mais non, tout marche un peu à la confiance. Pareil, si on peut laisser, si tu perds quelque chose dans la rue, ben, les gens vont pas le prendre, ils vont le laisser, ils vont l'accrocher sur le banc à côté ou sur l'arbre à côté. Tu reviens 2 jours après, il est toujours là le truc. ah ouais. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu bizarres quand on vient de France. On a l'impression que en France, on a l'impression disons qu'on va essayer de prendre avantage de un peu tout. Ici en Norvège, ouais, c'est basé sur la confiance, comme je disais, et on va respecter les gens. euh, de la, en fait, on va se comporter de la façon qu'on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Mais il y a plein d'autres pays hein, où on a déjà rencontré ça. Quand tu dis par exemple les cabines, voilà, ça marche à la confiance, tu payes ce que tu consommes, etc. Il y a plein d'autres pays, je pense notamment à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande, même aux États-Unis, où quand tu arrives dans un camping, bah, tu as une honesty box
et c'est là que tu vas remplir ton petit formulaire, tu payes ce que tu dois pour la nuit et il y a pas d'accueil, etc. Il y a personne qui vient vérifier. Tu pourrais très bien partir le lendemain matin sans avoir payé, personne s'en rendrait compte. Mais ça vient à l'idée de personne de le faire, sauf peut-être à l'idée de Français ou d'autres nationalités. On est peut-être pas les seuls dans ce cas-là. Mais c'est vrai que on a du mal à se dire que ça pourrait marcher comme ça en France. C'est vrai. Donc c'est quand même peut-être un petit peu à raison que c'est idéalisé en fait ce mode de vie depuis chez nous parce que la vie est plus douce un peu au quotidien grâce à ça. Oui. Après, forcément, il y a pas que ça. C'est aussi, il y a des facteurs qui font que c'est un peu plus facile que ça soit comme ça qu'en France. Disons qu'il y a aussi c'est une population avec une faible densité, une faible population. Donc il y a quelques trucs qui sont plus faciles à organiser ou à maîtriser qu'en France. Et je pense que c'est en Norvège où on parle de l'accès gratuit ou libre, je sais pas exactement les termes, mais à la nature. Ça veut dire quoi ça exactement? Exactement, ouais, ça s'appelle, donc en norvégien on dit allemannsrett. On appelle ça en français, on pourrait le traduire par le droit d'accès à la nature. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les espaces dans le pays sont accessibles à n'importe qui et appartiennent. Forcément, il y a des endroits privés, mais même dans les endroits privés, tant que tu es, je crois que c'est genre 100 ou 200 mètres d'une habitation, tu peux passer, tu peux même camper ou tu peux. En fait, la nature appartient à tout le monde et tout le monde a le droit d'en profiter. Bref. D'accord, même si c'est sur un terrain privé du coup, tant que tu es assez loin de la maison, d'une habitation. Je suis pas complètement sûr, mais je pense que oui, tant que tu demandes et que tu es à une distance de 100 ou 200 mètres, je sais pas. Ouais, incroyable. Ce qui, il y a pas longtemps, je suivais je sais pas si tout le monde le connaît, mais Kylian Jornet, qui en a un triathlète, pas un triathlète, un ultra-marathonien qui faisait des courses aux États-Unis. Il traversait tous les sommets des États-Unis et il disait qu'il y avait des sommets aux États-Unis, donc des montagnes entières qui étaient privées, quoi. Il ne pouvait pas passer au sommet, quoi. Ça m'a paru incroyable. Et pour les Norvégiens, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut paraître incroyable. Ah bah oui, carrément. C'est hyper étonnant. Et est-ce que, par exemple aussi, ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est des accès à des parcs naturels qui sont payants et parfois très chers, notamment aux États-Unis, par exemple, mais ailleurs dans le monde aussi. En Norvège, ça n'existe pas, ça? Non, j'ai jamais vu ça. Non, je pense, j'ai jamais dû payer quoi que ce soit pour entrer dans un parc naturel ou dans un site naturel. Bon, c'est une belle philosophie aussi. Et puis, comme tu le dis, la densité est assez faible en Norvège. J'imagine qu'il y a une assez grande partie de la population qui est concentrée autour d'Oslo et dans cette partie sud du pays. Donc, dès qu'on s'éloigne de ça, on peut assez facilement se retrouver seul avec les rennes. Oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, Oslo, c'est assez connu pour le fait qu'il y a un métro qui vous amène dans la forêt et on peut mettre les skis en sortant du métro. Ah ouais. Assez unique. Il y a autre chose aussi, je pense qu'on a comme image depuis la France, c'est un peu la place de la famille. Je pense notamment à des congés paternité, maternité qui sont assez longs quand on accueille un enfant. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un petit peu, la place de la famille dans la société et puis dans la culture norvégienne aussi? Quelle place ont les enfants? Oui, ouais, comme tu dis, ouais, donc la société met les enfants en priorité et il y a beaucoup de choses dans la société qui permettent de profiter d'avoir plus de temps avec les enfants. Donc la première chose, donc, comme tu as cité, c'est le congé paternité-maternité. Donc pour chaque enfant, une famille a le droit de prendre 1 an de congé qui soit partagé entre l'homme et la femme. Ouais. Et c'est même la femme ne peut pas tout prendre, donc ça pour forcer un petit peu les hommes à prendre aussi du temps avec leur enfant. Sur 1 an, l'homme doit prendre au minimum 14 semaines. Okay. Donc ça permet, c'est pas tous les hommes qui le prennent, mais je dirais que quand même 95% là, le prennent. Ça permet de passer 1 an avec l'enfant avant qu'il commence dans un jardin d'enfants. Ça c'est un avantage super. Et, c'est aussi quelque chose qui nous a permis de voyager parce que quand on a eu nos enfants, on est parti plusieurs semaines voyager avec eux.
Et c'est aussi dans la vie au travail, on a aussi beaucoup d'avantages pour les enfants. Donc, je sais pas comment c'est en France, mais en Norvège, donc quand les enfants sont malades, par exemple, ben on n'a pas besoin de prendre un jour de congé. On a le droit jusqu'à 10 jours par personne pour rester à la maison et s'occuper de ses enfants. Ouais, 10 jours, c'est pas mal. Ouais. Après, il y a beaucoup d'activités où des enfants, par exemple, quand des activités à l'école ou des choses, des réunions à l'école ou des réunions chez médecin ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème enfin, c'est pas mal vu du tout si on doit partir à 1 heure l'après-midi pour amener son enfant ou pour aller à une activité à l'école. Euh, ouais, et après, que dire de plus? Je sais pas, mais d'une façon générale, je trouve que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est assez imbattable en Norvège. Disons que on n'est pas axé sur travailler plus, on est axé sur travailler le nombre d'heures que tu as travaillé pour aussi avoir du temps pour sa famille. Donc c'est très bien organisé et c'est pas mal vu du tout si on prend du temps à l'extérieur et si on fait pas d'heures supplémentaires. J'ai jamais vraiment travaillé en France à part avoir fait des stages. Et j'ai l'impression qu'en France, souvent, il y a un peu la mentalité, bon, si tu pars du boulot avant 5 heures, tu es un peu mal vu, quoi. Ah Et bah, c'est vrai que, on te demande si tu as pris ton après-midi. voilà, c'est ça. Ouais, ici en Norvège, il faut savoir que, bon, en bref, je finis le boulot en général à 4 heures l'après-midi, quoi. Donc, on commence, le plus commun, c'est de commencer à 8 heures et de finir à 4 heures l'après-midi. Après, on prend pas 2 heures de pause forcément à midi, c'est plutôt une demi-heure de pause et un lunch assez rapide. Mais ouais, la plupart des gens sont à 4 heures, ils sont dehors, quoi. Ouais, ouais, ok. Ouais, bah, ça change tout parce que là, c'est plus qu'une soirée que tu as avec ta famille, quoi. Donc, à 4 heures, tu Ouais, as encore le temps de faire plein de choses. ouais, en tout cas, on a l'impression de faire. Quand les enfants apprennent, on a moins l'impression d'avoir plein de temps. Et les enfants, eux, donc, comment ça se passe à l'école? Alors, les enfants à l'école, ben, déjà, une différence par rapport à la France, c'est que il y a le jardin d'enfants qui est jusqu'à 6 ans. Donc, l'école ne commence pas avant 6 ans. Ouais. Et jusqu'à 6 ans, ils sont oui, dans ce qu'on appelle un Barnehage, je crois kindergarten, hein, peut-être en allemand on dit, je crois que c'est assez connu comme ça, Ouais. peut-être ou en anglais. Et les enfants, jusqu'à 6 ans, disons, ils apprennent pas grand-chose, quoi. Ils apprennent pas vraiment à lire ou à faire des mathématiques, quoi que ce soit. Ils passent la plupart de leur temps dehors à jouer et dans la nature souvent aussi et à découvrir un petit peu l'environnement extérieur, à vivre ensemble et bah, il y a assez peu, il y a assez peu de discipline. L'enfant est libre et passe beaucoup de temps dehors. Donc c'est un peu quelque chose qui est assez surprenant de France parce que donc le climat norvégien est quand même assez rude. Ouais. Et même s'il va faire moins 5 degrés, qui neige, qui a 200 km/h de vent, tes enfants ils vont être dehors. Et 200 ils vont km remuer. heure, ils volent un peu, non? Ouais. Non, parfois c'est assez extrême. Mais il faut vraiment qu'il y ait un temps exécrable pour pas que ça soit dehors. Et ça permet aussi, en fait, ça les forme dès le plus jeune âge en fait, à être habitués à être dehors, à s'habituer aux éléments et à être dans la nature. En fait. C'est quelque chose d'assez bien, je pense, et assez différent de ce qu'on peut expérimenter en France. Et au niveau des horaires et tout ça, comment ça se passe? Alors, les horaires ouais, sont assez différents aussi. Donc maintenant que mes deux enfants sont à l'école, donc Ouais, en primaire, et l'école finit donc à 13h. d'accord. Donc ça commence ouais, vers 8h15. Ouais, 8h15, je crois que c'est le standard. Et vers 13h, donc tous les enfants ont fini l'école. Donc c'est quelque chose d'assez différent puisque ouais, du coup ils ont vachement de temps à partir de 13h pour Mm. faire autre chose. Donc quand ils sont petits, donc jusqu'à je dirais vers 8-9 ans, la plupart des enfants restent quand même à l'école. Ils n'appellent pas ça à l'école, mais ils restent à l'école et ça s'appelle ça s'appelle SFO, c'est un genre de garderie Ouais. pour les enfants, pour que quelqu'un s'occupe d'eux quand les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Et à partir de, je dirais, 8-9 ans, les enfants, en général, ils arrêtent la garderie et puis ils se débrouillent tout seuls. Donc, soit il y a un des parents qui travaille pas ou qui finit tôt et qui va s'occuper de l'enfant, mais bon,
ça c'est rare. En général, les enfants se débrouillent tout seuls jusqu'à ce que les parents reviennent à la maison. Ah Donc, ouais, et donc ils rentrent à la maison, quoi? ouais. C'est assez surprenant. Ouais, après, il y a des activités aussi. Donc, il y a des enfants qui vont faire des activités, du football ou du tennis ou autre chose, mais pas tous les jours. Et donc, les enfants rentrent tout seuls à la maison et en général, ils vont se faire un peu à manger, rentrent à la maison, ils vont rentrer avec des copains. Souvent, il y a un groupe de copains. Donc, il y a, par exemple, mon fils, 3 fois par semaine, il va un jour chez nous, un jour chez notre copain et un jour chez un autre copain. Il passe l'après-midi là, il joue, il mange un petit peu, et puis après, vers 4h30 à peu près, chacun rentre chez soi. En toute autonomie, c'est génial. Ouais, il y a pas mal d'autonomie. C'est un peu pareil que pour ce que je disais au tout début. En fait, il y a ce niveau de confiance qui est aussi Ouais. confiance envers les enfants. Donc, on va faire confiance à ce que les enfants vont rentrer tout seuls. D'ailleurs, ils vont à l'école assez tôt tout seuls en général. Je pense que vers 6-7 ans, la plupart des enfants vont tout seuls à l'école. Et on va leur faire confiance qu'ils vont rentrer à la maison, qu'ils vont arriver à se faire manger, à trouver quelque chose à manger tout seul. Et tout ça, ouais, donc la confiance n'est pas que entre les adultes, c'est aussi d'adultes avec les adultes et les enfants. C'est assez fascinant parce que je me dis, moi j'ai l'impression de faire confiance à mes enfants, mais bon après c'est pas très facile. Nous on n'habite pas super à côté de l'école, quoi, donc je sais pas trop comment il pourrait faire mon fils pour aller à l'école tout seul, mais bon, pour aller à vélo. C'est assez surprenant, quoi, de notre point de vue, je trouve, mais hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des choses du coup, toi, parce que bah tu restes français et puis du coup t'as passé quand même encore à aujourd'hui la plus grande partie de ta vie en France, non? T'es peut-être pas loin du point de bascule, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui te surprennent dans la vie quotidienne? Tu diras, ah bah oui, ça nous, ça se passe pas comme ça, ou que toi tu ferais pas comme ça spontanément? Ouais, je dirais qu'il y a maintenant que je pense que je connais un peu toutes les particularités de la Norvège, donc il n'y a pas Ouais, vraiment grand-chose qui me surprend encore, mais c'est vrai que ça a pris du temps et il y a beaucoup de choses qui surprennent au début. On peut penser que la Norvège et la Scandinavie sont un pays d'Europe un peu comme les autres, mais je pense qu'il y a vraiment une grande particularité de la société norvégienne et scandinave. Je vais dire scandinave parce que je pense que la Suède et la Norvège ont une mentalité, une culture très similaire. Le Danemark, un peu moins parce qu'ils sont un peu plus au sud, ils sont des gens qui sont un peu entre la Scandinavie et l'Allemagne, on va dire. L'Islande, je pense que je suis allé en Islande qu'en vacances, donc je peux pas trop dire, mais je pense que la mentalité est aussi assez similaire à la Norvège. Je vais pas inclure la Finlande parce que la Finlande est souvent inclue en tant que pays scandinave, mais c'est pas un pays scandinave, donc la culture est assez différente. Ah, c'est pas un pays scandinave? Non, historiquement, là, donc c'est pas culturellement, c'est pas scandinave. Donc la Scandinavie, c'est Norvège, Suède, Danemark et Islande. D'accord, ok. Eh ben, autant pour moi. Moi, je mettais la Finlande avec. Et oui, et peut-être pas trop spontanément, finalement, l'Islande et le Danemark. J'étais plus sur les trois longs pays tout là-haut. Ouais, mais sinon, ouais, donc pour revenir sur ça, donc je pense que il y a beaucoup plus de différences ouais, qu'on le pense au niveau culturel et mentalité en Scandinavie avec les autres pays d'Europe, donc surtout en venant d'un pays latin comme la France. Ouais. On trouve beaucoup de choses un peu surprenantes et bizarres pour une personne de culture latine, je dirais. J'ai eu beaucoup plus de mal à m'adapter et je pense que c'est beaucoup plus dur de s'adapter en Scandinavie quand on vient d'un pays latin que quand je me suis expatrié en Angleterre ou en Espagne. C'était vraiment très facile. Surtout l'Espagne, c'est une culture très similaire, je trouve, de la France. Ouais. Enfin, surtout pour moi qui viens du sud-ouest de la France, l'Espagne, ça a été très facile de s'adapter. Ouais, j'imagine. Et moi, quand on est allé en vacances en Islande, bon, du coup, on est allé juste en vacances, donc pareil, je peux pas trop en parler, mais on a trouvé un petit peu quand même une certaine distance entre nous et les Islandais. Même, tu vois, les Islandais qui travaillent dans le tourisme et qui nous accueillaient, etc. On ne s'est pas trouvé hyper chaleureux. Comment c'est en Norvège? Bon, on dit que les gens norvégiens sont assez froids ou réservés. Bon, c'est pas qu'un mythe, c'est clairement vrai. Après, c'est dur de comprendre exactement ce que c'est. J'ai mis pas mal de temps à mettre un mot sur ça, mais c'est vrai que je pense que toi, tu l'as bien dit. Je pense que les gens manquent un peu de chaleur. Je pense que notre mot qui convient bien à ce manque, c'est convivialité. Je pense qu'il y a assez peu de convivialité dans les pays nordiques. C'est pas
pas comme en Espagne, il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de joie de vivre. Disons qu'on ne ressent pas trop cette joie de vivre dans les pays nordiques. C'est un peu ce qui est un peu difficile aussi en tant que venant d'un pays latin, je dirais, de s'adapter et de s'inclure dans la société norvégienne, parce qu'on sent qu'il manque un petit peu de fraîcheur, de joie de vivre, de convivialité. Les gens sont très gentils, toujours très respectueux, très courtois. Il manque ce petit brin de folie, je dirais. Et c'est vrai que c'est ça qui peut faire penser que les gens sont froids et pas forcément, je dirais, ouverts. Mais en fait, les gens sont décrits un peu comme un œuf, en fait. Une fois qu'on a cassé la coquille de l'œuf, ça y est, on peut mieux connaître les gens et on peut leur parler plus facilement. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté premier contact qui est assez froid. Et ouais, il y a quelques exemples assez marrants que je pourrais inclure. C'est par exemple quand on va dans un magasin ou au supermarché, le contact avec la personne qui travaille, hein, le caissier par exemple, va être très très limité, quoi. C'est genre, est-ce que tu veux une poche? Est-ce que tu veux le ticket de caisse? Au revoir. Et c'est tout. Tu vas dans n'importe quel supermarché en Norvège et là, chaque personne va dire exactement ça. Poche, papier, au revoir. Et quand je reviens en France, il y a des gens qui commencent à me parler, la caissière qui commence à me parler, ça me fait bizarre. Je me dis, qu'est-ce qu'elle me veut? Il y a beaucoup de. En fait, le contact entre les gens qui ne se connaissent pas est limité au maximum. Donc, les gens n'aiment pas qu'on les contacte ou qu'on les interpelle s'il n'y a pas vraiment de raison. Donc, il n'y a pas de conversation inutile, en fait. Vraiment pas. Du coup, j'imagine qu'en effet, ça peut surprendre. Peut-être que toi, du coup, à titre personnel, c'était plus facile vu que ta compagne est norvégienne. Enfin, à la limite, je sais pas si elle vient de Trondheim ou pas, mais peut-être que vous avez directement intégré en fait son cercle qui existait déjà. Oui, donc pour moi, je pense que c'était peut-être plus facile que pour d'autres personnes qui s'installent en Norvège, vu que ma compagne est norvégienne, donc c'était peut-être un peu plus facile de comprendre la société et de s'insérer dans la société. Mais je pense que pour d'autres personnes donc, qui viennent directement en Norvège sans connaître personne dans la ville où ils arrivent, c'est sûrement encore plus dur. Une famille de Français qui débarquent plein de bonnes intentions. Bon, il faut un petit peu qu'ils prennent le temps, du coup, d'apprivoiser finalement des gens qu'ils côtoient pour vraiment se faire une place, j'imagine. Exactement. Et en plus, il y a, comme tu l'as dit au début, c'est un pays qui est assez idéalisé. C'est un pays qui fait un peu rêver vu de la France avec les fjords, la nature, Ouais, absolument. les îles Lofoten. C'est des paysages assez merveilleux et qui peut faire rêver. J'ai même vu, je crois, quand je préparais mon prochain voyage, je suis allé sur le site du Tour du Mondiste. Et la Norvège était justement citée je crois que c'était le pays préféré de tous les voyageurs. C'était le numéro 1 du classement. C'est vrai qu'après, venir en tant que touriste et voir toutes les photos sur Instagram, etc., et vivre, ben, ça n'a pas grand-chose à voir. Il n'y a personne qui vit dans un fjord magnifique et qui va faire des randonnées tous les jours. Non, c'est pas la vie au jour le jour, elle est un peu similaire à la France au final, et c'est pas vraiment vivre dans la nature tous les jours et monter en haut d'une montagne dans un fjord avant d'aller au travail, quoi. C'est pas vraiment ça. Oui, mais néanmoins, tu peux peut-être plus facilement y aller le temps d'un week-end ou en vacances, quoi. C'est quand même un décor privilégié qui est plus facilement accessible que pour nous. C'est vrai, après, ça dépend où on vit en France. Après, si tu vis dans Ouais. les Alpes en France, c'est aussi très accessible. Ouais. Ici, c'est vrai que n'importe où, l'avantage en vrai, c'est que n'importe où tu habites, tu as accès facile à la nature. Même à Oslo, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et à Trondheim, c'est très facile aussi. Il y a une petite montagne juste à côté de Trondheim où on peut aller faire du ski après le boulot. Il y a pas de problème. Et près, si on roule un peu plus, on fait une demi-heure de route, on arrive très facilement dans des endroits très reculés où on sera dans la nature et il n'y aura personne. Ouais. Bon, après, quand même, il faut pas trop cracher sur la France, hein. On a le plus beau pays du monde, avec une très grande diversité. Bon, moi, de mon côté, j'habite à côté de Nantes. On est assez loin des montagnes, mais on a la mer et c'est magnifique. Bon, hier, on a fait 1 heure de route avec mes garçons. On était complètement dépaysés. Enfin, c'était
c'était aussi magique. Il suffit d'un petit bout de ciel Ah, bleu et puis on était dans un décor de carte postale, quoi. Donc, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je trouve que le fait de voyager et de s'expatrier, ça permet de comprendre encore plus que la France est un pays exceptionnel. ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Je voulais aussi te demander quand même une petite chose sur la Norvège. Ça a un rapport avec la langue. Le norvégien, c'est un mystère quand même, vu de chez nous. Comment ça s'est passé pour toi? J'imagine que tu parles bien norvégien quand même maintenant. Ah, c'est un sujet sensible là. Ah Alors, le norvégien, ouais, moi j'ai trouvé ça très très dur à apprendre pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est une langue qui a des racines germaniques. Moi, j'avais jamais fait d'allemand. Ah oui, Euh, donc déjà, j'avais pas les bases du tout. Euh, c'est une langue qui est pas forcément difficile grammatiquement. Les gens la considèrent pas comme une langue difficile à apprendre, mais pour moi, c'était très difficile. J'avais aucun problème à apprendre l'anglais ou l'espagnol, bon, que sont des langues. L'anglais, c'est facile puisque c'est tellement présent dans le monde entier que c'est assez facile à apprendre. L'espagnol est très proche du français. Mais c'est vrai que j'arrivais en Norvège, je me suis dit, bon, mais c'est juste une autre langue. Au bout de quelques années, c'est bon, ça sera dans la poche, quoi. Et en fait, non. Non, parce que, ouais, je trouve que, premièrement, le vocabulaire est complètement différent du français. Il n'y a pas un seul mot presque qui est pareil que le français, donc il ouais. faut reprendre tout le vocabulaire. C'est pas pareil que. On s'en aperçoit pas, mais en fait, l'anglais est très proche du français au niveau vocabulaire. La plupart des mots, il suffit de les prononcer avec un accent anglais et ça marche, quoi. Et en espagnol, il suffit de rajouter un O ou un A et ça Ouais. marche 50% du temps. En norvégien, non, ça marche pas du tout. Donc, il faut réapprendre tout le vocabulaire. Ça, c'est un peu dur. Et bon, une autre chose qui aide pas du tout, c'est que en fait, tout le monde parle anglais. Et quand on arrive en Norvège, ben, c'est un avantage. Ça permet de s'installer plus facilement et ça facilite beaucoup de choses quand on arrive en Norvège parce que tout le monde parle anglais. Mais d'un autre côté, ça te force pas du tout à apprendre le langage. Et tu sens que tu n'as pas vraiment besoin d'apprendre le langage pour vivre en Norvège. Ah oui. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'installent en Norvège qui mettent beaucoup de temps à apprendre le norvégien, et moi y compris. Donc, j'ai mis beaucoup de temps et je dirais que même aujourd'hui, après 13 ans, je peux pas considérer que je parle couramment en norvégien. Je pense que je me débrouille, j'ai des conversations en norvégien, mais dès que ça devient un peu plus compliqué, c'est difficile pour moi. Ah ouais, ok. Et c'est oui, probablement le vocabulaire, du coup, selon les sujets, etc., bah, tu vas plus facilement switcher sur l'anglais parce que ton interlocuteur Voilà. va comprendre et toi, t'as pas les mots, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai un travail donc dans une société internationale où on fait toutes les communications en anglais, donc ça Ouais. aide pas du tout. Je sais que les personnes que je connaisse qui travaillent dans une entreprise dans un environnement norvégien où ils parlent norvégien parlent beaucoup mieux norvégien parce qu'ils l'utilisent tous les jours. Moi, au final, j'utilise très peu puisque je l'utilise pas au travail et dans ma famille, je l'utilise pas non plus puisque je parle en français à mes enfants. Après, ma femme parle norvégien aux enfants et les enfants parlent principalement norvégien, donc j'entends beaucoup de norvégien, mais je le pratique pas trop à l'oral. Et entre vous, avec ta femme, du coup, vous parlez un petit mélange? C'est un peu, ouais, c'est un petit mélange comme tu dis. Ouais. Donc, ouais, moi je parle français aux enfants, elle parle norvégien aux enfants, les enfants parlent principalement norvégien, et après, entre ma compagne et moi, donc on a 4 langages communs, donc on a le choix un petit peu du langage. On parle historiquement le langage, je dirais, le premier c'est l'anglais parce que quand on s'est rencontrés on parlait anglais. Mhm. Après on a vécu en Espagne ensemble, donc on parle aussi espagnol tous les deux. Et donc après il y a le norvégien et le français. Elle a appris le français, donc vivant avec moi aussi. Est-ce que vous avez des ambitions d'un point de vue linguistique pour vos enfants qui parlent, qui maîtrisent parfaitement vos deux langues maternelles parfaitement ou pas? T'as un peu lâché l'affaire sur le français? Comment ça se passe? Moi j'ai l'ambition qu'ils parlent couramment français. J'ai envie qu'ils puissent communiquer facilement avec leur famille en France. Donc forcément, leur langue principale et dominatrice, c'est clairement le norvégien. Ouais, bien sûr. Et le français est un peu donc la langue qu'on parle que quand on est en France ou quand je les force vraiment à parler français. Mais ils commencent à bien parler français, je dirais. Au début, les premières années, c'est difficile, ils parlaient pas vraiment français, mais ils comprenaient tout.
ça, la compréhension, il n'y a pas de problème. Mais pour parler, c'est un peu plus difficile. Mais là, je dirais qu'ils font de gros progrès et je pense qu'ils vont arriver à parler couramment dans quelques années et à très bien parler. Après, niveau écrit, ça, je suis pas trop. Ça, il faut dire que niveau lecture et écriture, j'ai pas trop fait d'efforts pour qu'ils apprennent le français. Euh, J'espère qu'ils vont l'apprendre à l'école et aussi plus tard par eux-mêmes. Ouais. Non, mais c'est vrai que en plus, comme tu le dis, c'est tellement différent du norvégien qu'en fait, c'est un travail à part complètement d'apprendre à écrire et lire le français, quoi, par rapport à leur langue maternelle, finalement. Enfin, en tout cas, qui pratiquent à l'école, quoi. Et ils apprennent l'anglais assez tôt, du coup, à l'école? Oui, ils apprennent l'anglais très tôt et il y a beaucoup de Norvégiens qui parlent très bien anglais très tôt. Après, c'est aussi parce qu'ils sont un peu baignés dans un environnement où il y a plus d'anglais qu'en France. Donc, les films sont pas doublés. Il y a beaucoup de jeux vidéo où il y a pas de norvégien, donc tu es obligé de prendre l'anglais. Donc, ils entendent beaucoup d'anglais et forcément, ça aide un peu plus qu'en France. Et après, je dirais que le norvégien est peut-être un peu plus proche niveau prononciation de l'anglais, donc ça permet aussi d'apprendre plus facilement. Mais ouais, le niveau d'anglais est très élevé en Norvège. C'est aussi parce que c'est un petit pays avec une culture qui est un peu moins disons, dominante que la France, donc les gens ont plus besoin de parler anglais aussi. Ouais, bah c'est intéressant ça parce que du coup j'ai interviewé Caroline qui vit en Grèce et elle disait la même chose pour le grec. En fait, le grec n'est parlé quasiment que en Grèce et donc en fait bah ils sont obligés d'apprendre une autre langue. Parce que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, complètement globalisé. Et donc, en fait, et le fait que ça soit en effet ah oui, le norvégien, je pense que c'est parlé qu'en Norvège, non? Oui, c'est clair. Donc forcément, c'est vrai que de facto, il y a un peu comme une obligation d'apprendre une autre langue, quoi. Bon bah écoute, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon de la vie en Norvège. Avant de clôturer quand même cet épisode, on est un petit peu obligé de parler voyage parce que donc tous les deux avec ta compagne, vous étiez jeunes backpackers. Vous êtes rencontrés en Australie. J'adore ce genre d'histoire. Et puis donc tu nous l'as dit aussi pendant les congés maternité-paternité, vous en avez profité pour voyager avec vos enfants. Le voyage a quand même une place importante dans votre vie. Comment ça s'organise? Comment tu passes de backpacker à parent voyageur? Ouais, c'est une bonne question. Et disons qu'au départ, on a commencé à voyager dès le plus jeune âge, donc quand ils avaient moins d'un an, quand ils utilisaient le congé paternité, on est parti la première fois pour ma fille, donc on est parti 6 semaines dans les îles grecques. Et clairement, ouais, c'est un voyage différent de quand on est habitué à se déplacer tous les jours. Donc, faut vraiment se calquer sur le rythme de l'enfant, ne pas trop bouger, rester à un endroit pour faire des siestes matin et après-midi, etc. Donc, ça permet, ça demande une adaptation assez importante, mais je trouve que ça reste un voyage, ça reste quelque chose de dépaysant. C'est juste une expérience qui est différente, mais il y a beaucoup de choses qu'on arrive aussi à expérimenter d'une manière similaire. C'est juste le rythme, je dirais, qui est différent. Et donc là, bon, maintenant ils sont plus grands, hein, on parle plus de nourrissons. Tu nous as dit 11 et 9 ans. Quel est le prochain projet de voyage? Si tu traînes sur le site de Tour du Mondiste, on a déjà un indice? Oui, alors là, on est en pleine préparation puisqu'on va partir dans moins de 3 semaines. On va partir donc pour un grand voyage avec les enfants donc pendant 6 mois. C'est quelque chose qu'on prépare depuis plusieurs mois, non, maintenant. C'est quelque chose qu'on avait en tête depuis plusieurs années. On se demandait si ça allait se concrétiser ou pas. Bon, on a pris l'initiative de le concrétiser depuis presque un an qu'on a pris cette décision. Et donc là, dans moins de 3 semaines, on va s'envoler pour la Nouvelle-Zélande. Magnifique. Vous allez arriver du coup en plein été néo-zélandais. C'est quoi un petit peu le programme sur les 6 mois? Alors le programme sur les 6 mois, donc on va passer le plus longtemps en Nouvelle-Zélande. On va passer, je crois, à peu près autour de 6 semaines en Nouvelle-Zélande. On a essayé de construire le parcours en fonction des saisons. Donc c'est pour cette raison qu'on commence en Nouvelle-Zélande, parce qu'après ça serait un peu trop tard pour la Nouvelle-Zélande. Après la Nouvelle-Zélande, on va faire un petit tour aux îles Fidji, qui sont pas très loin, juste pas très loin de Nouvelle-Zélande, ça paraît pas très loin, mais je pense qu'on va au moins 3000 km. Et après, on va aller au Vietnam, en Indonésie, au Japon,
à Hawaï et on finit par le Canada. Un joli tour, assez inédit, je dirais, dans le sens. Les Fidji, il n'y a pas grand monde qui va aux Fidji. Il y a des destinations que vous connaissez déjà, du coup? C'est que la Nouvelle-Zélande. Donc on était tous les deux allés en Nouvelle-Zélande justement avant de se rencontrer en Australie. Donc j'étais déjà venu en Nouvelle-Zélande, mais j'avais fait un peu à la backpacker, un peu trop vite en essayant de vouloir tout faire. Et j'avais été un peu déçu de vouloir tout faire en très peu de temps. Et je pense que j'aurais dû rester plus longtemps ou alors essayer de faire au moins. Cette fois, on va essayer de corriger le tir et de faire moins de choses et de profiter plus de... Bon, nous, c'est un de nos meilleurs souvenirs, je pense, de notre tour du monde à la Nouvelle-Zélande. Les paysages sont fous. Après, vous risquez peut-être d'être déçu un petit peu par les fjords du sud, si vous connaissez bien les fjords norvégiens. Et dans quel état d'esprit vous êtes là, à l'aube de ce grand départ? Dans 3 semaines, c'est presque rien. Ouais, mais parfois je me dis, il y a encore plein de choses à prévoir et c'est un peu stressant. Et parfois je me dis, bon, en fait, ouais, même si on part demain, on y arrivera, quoi. Donc je pense qu'on a fait le principal au niveau organisation. Tout ce qui reste, c'est un peu optionnel. Donc, une fois qu'on a les tickets, les billets d'avion, qu'on a les visas et tout ça, le reste, c'est plus ou moins optionnel et ça peut s'organiser un peu au dernier moment. Mais ouais, on va essayer quand même d'organiser le plus possible avant de partir. Mais ouais, on est pratiquement prêt, je dirais. Ce qui est un peu plus stressant, c'est plus les choses qui sont locales, je dirais. On a envie de louer notre appart pendant qu'on part. On a dit, c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à trouver de personnes en ce moment. Ou alors, on a envie de vendre notre voiture, on n'arrive pas trop à la vendre au prix qu'on veut. Enfin, c'est plus des trucs qui ne sont pas vraiment liés au voyage en lui-même, mais plus des choses, des organisations sur le plan local. Et d'un point de vue boulot, du coup, comment ça se passe? Ce genre de projet, c'est bien accepté par les entreprises en Norvège? Ça, j'aurais du mal à le dire. Disons que ça a été bien accepté par nos entreprises. Ouais. Ma femme est professeure d'école, donc elle a juste demandé en fait, à être absente un semestre. Je pense que dans les écoles, ils sont assez habitués à ce genre de choses. Et puis moi, ça faisait donc 13 ans que je bosse dans la même boîte, donc je pense que ça a été aussi assez bien accepté par mon manager, du fait que je sois là depuis longtemps. Après, les entreprises sont aussi habituées à ce genre de choses, que les gens partent pour 6 mois ou même un an, puisqu'il y a souvent des congés paternité ou maternité, comme je l'ai dit avant. C'est pas quelque chose qui est exceptionnel en fait. C'est assez courant que les gens s'absentent pour plusieurs mois à cause de ça. Et votre ambition après au retour, c'est de revenir à Trondheim et de reprendre votre vie? Oui, on a pris des congés sabbatiques avec l'entreprise, donc Ouais. quand on reviendra dans 6 mois, il faut revenir au travail et on a les mêmes boulots qu'avant. Donc ça va reprendre exactement la vie comme on l'a quitté. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un voyage, mais peut-être qu'on va se décider, mais non, en fait, on veut voyager 2 ans, ou en fait, on veut faire un autre boulot quand on rentre. Ça, un voyage change les gens, donc ça. Bon. A priori, on va rentrer chez nous et on va reprendre la même routine qu'avant. Pour le moment, c'est le plan. Mais je dirais peut-être que vous, enfin, je sais pas si c'est plus facile quand même à envisager, parce que vous avez déjà voyagé tous les deux quand même pendant longtemps. Donc, vous savez peut-être déjà un petit peu à quoi vous attendre quand vous allez rentrer. Enfin, déjà à quoi vous attendre pendant le voyage. Et puis, enfin, vous avez des images forcément, vu que vous, même si vous étiez en backpack, en solo, là, ça sera différent. Mais c'est pas l'inconnu complet, quoi. Non, c'est pas l'inconnu complet, mais après, c'est vrai que quand on a voyagé longtemps, c'était que nous deux, sans enfants, donc je pense que c'est une expérience assez différente. Mais c'est vrai qu'on a déjà l'expérience d'un long voyage, ou même on a fait plusieurs longs voyages, et on sait ce que c'est que revenir d'un long voyage. Ouais. C'est pas forcément la chose la plus facile. Il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant le voyage et qui changent, qui nous changent et qui nous déphasent un petit peu quand on rentre, je dirais. Enfin, je crois que tu as l'expérience de ça, puisque il me semble que tu es rentré il n'y a pas longtemps. Ouais. On est rentré au mois d'août, mais oui. Alors, enfin, je pense que nous, ça va, on le vit assez bien. Moi, j'avais fait une très grosse préparation mentale depuis même bien avant le départ, parce que j'avais très très peur pour moi pour ce retour. Et après, j'ai de la chance avec Parents Voyageurs que je baigne tous les jours encore en fait dans cet univers-là. Je parle tous les jours avec des voyageurs, etc. Donc
Bon, mais bien sûr, c'est un peu différent depuis chez moi que qu'en voyage, mais et puis je vois moins mes enfants forcément parce qu'ils sont très occupés. Je vois moins mon mari. Ça, au début, ça nous a fait vraiment bizarre, je trouve, parce qu'avant c'était facile de se parler en fait. Et là, non, il faut un peu y penser. Ah tiens, ce soir, il faut que je lui dise ça, etc. Et ça fait bizarre. Mais pour le moment, ça va. Je me concentre sur les prochaines vacances. Ouais. Ah, mais c'est sûr que c'est une chance de pouvoir baigner dans les voyages tous les jours, hein, ça. Ouais, en vrai, je pense que ça m'aide énormément, vraiment énormément. C'est un gros avantage que j'ai par rapport à plein de gens, quoi, qui ne baignent pas dans cet univers-là tous les jours. Et tes enfants, eux, ils sont dans quel état d'esprit? Ils sont assez excités, mais ils sont aussi un petit peu. Il y a des jours, enfin ça dépend un petit peu. Il y a des fois, ils sont très excités sur ce qu'on va faire. Quand je leur montre, par exemple, des photos des îles Fidji, ils disent oh, Mhm. ils sont vraiment, ils leur tardent vraiment. Et puis il y a d'autres fois, surtout mon fils, je dirais, qui est un peu plus négatif, qui dit mais pourquoi on part si longtemps, qu'est-ce qu'on va faire, ça. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je pense qu'il y aura des journées ou des moments pendant le voyage qui seront un peu plus difficiles, où ils feront un peu la tête. Mais ouais, je pense qu'on est préparé à ça aussi. On sait que ça va pas être tous les jours la folie et que tout le monde sera content, quoi. Il y a forcément des jours où ils vont pas être contents, où ça sera difficile. Mais bon, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Quand on est en Norvège, ça sera la vie de tous les jours en voyage. Il y a aussi des moments plus difficiles. C'est bien, c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, oui, la vie de famille en voyage n'est pas forcément mieux que la vie de famille de tous les jours, en fait, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où il y a un enfant qui s'est levé du pied gauche, il y a un jour où il y a un parent qui s'est levé du pied gauche. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est pas parce qu'on est dans des décors incroyables et qu'on vit des expériences tous les jours. Enfin voilà, l'enchaînement est aussi fatigant. C'est fatigant physiquement, c'est fatigant moralement, mais bon, ça tu le sais peut-être aussi, hein, parce que vous avez déjà eu l'expérience. Bah, c'est pareil pour les enfants en fait. Donc, et puis les enfants se rendent pas compte sur le moment de la chance qu'ils ont, enfin de la dinguerie que c'est en fait de partir en voyage pendant longtemps. Ils peuvent pas apprécier ça directement sur le moment. C'est plus lent, quoi. Et faut pas leur en vouloir. Forcément, j'abonde quand même à 1000%. Vous allez vivre une expérience incroyable. Ça va être merveilleux. Et les destinations choisies sont quand même vraiment bien aussi. Ouais, ça n'a pas été facile de faire l'itinéraire. Je pense que c'était ça a fait la chose la plus longue et la plus compliquée de créer un itinéraire qui marche bien pour tout le monde et qui marche bien en fonction des saisons et des vols, etc. Mais bon, une fois que c'est fait, je pense que c'est le plus dur du travail qui a été fait, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas facile parce que comme tu dis, bah les Fidji c'est à côté de la Nouvelle-Zélande. Si on y allait, en fait, c'est pas du tout tout à côté. C'est vu d'Europe, en effet, c'est de ce côté-là. Mais une fois qu'on est à un endroit, on se dit ah bah tiens, on a qu'à aller par-ci, par-là, etc. Aller 2000 km, 5000 km, ça a l'air de rien comme ça sur une carte. Et puis en fait, bah non, c'est pas possible. Il faut faire des choix assez drastiques. Donc c'est vrai que c'est pas une partie aussi facile que ça de faire un itinéraire. Écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter écoute, un merveilleux voyage. L'année 2026 va être mémorable pour votre famille, j'en suis sûre. Donc une très très bonne année cette saison. On passe le cap dans quelques heures. Un très beau voyage à tous les quatre et puis merci infiniment pour ton témoignage et pour tout ce que tu nous as appris, notamment sur la vie en Norvège. Merci beaucoup Vincent. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que c'était intéressant. Elle souhaite une très bonne année à toi et à tous les auditeurs. Merci Vincent, salut. Au revoir. Merci beaucoup Vincent pour ton témoignage. J'ai personnellement appris énormément de choses sur la vie en Norvège, les clichés qui sont vrais, qui sont pas vrais, l'idée qu'on s'en fait. Je trouve que c'était assez intéressant de confronter un petit peu les idées qu'on a comme ça sur un pays avec la vie qu'on peut y mener vraiment, les différences culturelles. C'est toujours un sujet, je trouve, passionnant. Donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a intéressé, que vous avez appris 2-3 petites choses. Vous connaissez la rengaine, hein, comme d'habitude. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Parlez du podcast autour de vous. Abonnez-vous, ça je ne le dis pas assez souvent. Abonnez-vous, ça nous aide vraiment beaucoup aussi à faire connaître le podcast et à continuer à le développer. Un grand merci à vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!